Et si, à l'instar du docteur Frankenstein, j'étais moi-même en mesure de recoller les morceaux les plus avantageux de mes défunts cobayes, amis, et de les ramener à la vie. La bioimpression rend peut-être l'histoire de Frankenstein possible. Mais pourrons-nous vraiment ramener à la vie cœur et cerveau? Quant à l'identité d'une chimère de plusieurs humains, c'est un problème autant philosophique que psychique. Un nouveau film Frankenstein prend l'affiche sous peu. Alors ça m'a fait questionner mes propres capacités à créer la vie. Non, foutons, pas comme ça. Allons, créer la vie avec élégance grâce à l'intellect et pas avec nos instincts primaires de base. La création de la vie, comme dans Frankenstein, reste du domaine de la science-fiction. Mais grâce à certains processus scientifiques modernes et de nouvelles technologies de pointe, peut-être y a-t-il moyen pour moi de devenir le scientifique fou, le docteur le plus célèbre de tous les temps. Oui, je sais, Photon, je ne devrais pas créer de nouveaux univers pour mon simple plaisir. Mais une petite side quest n'a jamais fait de mal à personne. Alors commençons par voir quelles techniques nous utiliserons pour cette expérience. Plusieurs obstacles se dressent dans notre chemin. Premier d'entre eux, l'intégration des différents tissus et organes. En effet, différents critères de compatibilité doivent être respectés entre le donneur et le receveur pour qu'une greffe chirurgicale soit un succès. La compatibilité sanguine, due au groupe sanguin, la compatibilité tissulaire, car les antigènes leucocytaires des cellules doivent être similaires, et finalement, certains anticorps qui pourraient être développés par le receveur contre les antigènes du donneur. Cela ne nous empêche pas de performer une multitude de chirurgies, mais pour compenser les intégrations plus difficiles, nous ferons usage d'organes et de tissus artificiels. L'impression biologique en 3D permet de créer des tissus et des organes en laboratoire. Cette technologie dépose des cellules couche par couche pour fabriquer des structures biologiques. Actuellement, on peut produire des tissus simples, comme la peau, ou certains tissus cartilagineux, mais des organes plus complexes, comme les reins, restent hors de portée. Les défis majeurs incluent la vascularisation et l'intégration de différents types cellulaires. Mais cela n'est qu'un blocage éphémère. Il me suffit de laisser quelques années à ce monde parallèle pour que les scientifiques trouvent la solution à ce ridicule enjeu. Mais tous les morceaux. La bioimpression permettra peut-être de créer certains organes à l'avenir. Mais comme les pièces majeures telles que le cœur ou le cerveau sont encore hors de portée, je compterai pas trop là-dessus. Dans Frankenstein, l'idée d'utiliser l'électricité pour donner vie s'inspire des expériences de Luigi Galvani au XVIIIe siècle sur la contraction musculaire par stimulation électrique. Bien que l'électricité ne puisse pas réanimer les morts, elle joue un rôle crucial dans le fonctionnement biologique. Le pacemaker, inventé par Earl Bacon, utilise des impulsions électriques pour réguler le rythme cardiaque. D'ailleurs, c'est un choc électrique qui est utilisé pour réinitialiser le rythme du cœur par défibrillation en cas de tachycardie ventriculaire ou de fibrillation. Malheureusement, ça ne suffira pas à réanimer un cœur complètement à l'arrêt, mais pour cela, des médicaments comme l'adrénaline peuvent être administrés. Le problème, c'est qu'à la mort, les organes se détériorent trop rapidement dû à leur manque d'oxygène. C'est pour cela que dans le cas d'une transplantation cardiaque, le cœur doit être maintenu à température très basse. Une fois transféré, il faut alors le réanimer avec une perfusion de sang oxygéné, parfois complémentée d'impulsions électriques ou de médicaments. Hélas, en cas de mort prolongée, le cœur sera inutilisable, tout comme le cerveau qui subira des lésions cérébrales avancées. Outre le cœur, le second organe le plus important à ramener à la vie est le cerveau. Et celui-ci fonctionne également à l'électricité. Enfin, d'une certaine façon. Les neurones du cerveau fonctionnent grâce à une combinaison d'électricité et de chimie, un processus appelé conduction électrochimique. L'activité électrique est générée par des différences de charge électrique entre l'intérieur et l'extérieur des neurones, maintenues par des pompes ioniques qui nécessitent de l'énergie. Cette activité électrique permet la transmission des signaux nerveux, mais consomme une grande quantité d'énergie, expliquant pourquoi le cerveau utilise environ 20% de l'énergie corporelle totale. Or, comme pour le cœur, cette activité électrique peut être réactivée dans un cerveau
à l'arrêt, uniquement grâce à une réoxygénation rapide après la mort. Celle-ci consiste à rétablir le flux sanguin oxygéné, souvent grâce à des manœuvres de réanimation sur le cœur ou l'utilisation d'un cœur-poumon artificiel. Et des études ont montré qu'une onde de réanimation peut alors apparaître, signalant une reprise progressive des fonctions neuronales. Oui, des études sur des animaux. Mais bon, nous sommes nous-mêmes des animaux, mon cher Photon. Le problème reste encore une fois la destruction rapide de l'organe suite au manque d'oxygène. Mais pas d'inquiétude, je sais comment régler ça. Modification des paramètres de la Terre. Le sang oxygéné, le froid, la rapidité, on peut voir que la résurrection nécessite plusieurs essentiels. Heureusement, je sais exactement comment réunir tous ces éléments pour notre petite expérience. Cela débutera par un petit voyage avec mes amis les plus compatibles, les plus chers, dans le pôle Nord lointain, sur le lieu de mon laboratoire ultra intensément méga secret. Votre nouvelle réalité est prête. Et alors que je leur dévoile les merveilles de ma nouvelle imprimante biologique, notre cher Photon, trop occupé à cadrer Sarah, appuie accidentellement sur le bouton d'ouverture de la porte extérieure. Oupsie. Mais une tempête extrême de près de moins 50 degrés Celsius n'attendait que ça pour s'infiltrer dans mon laboratoire, nous ensevelissant tous sous neige et glace. C'est maintenant que débute notre expérience. Seul survivant de l'incident, je parviens à rétablir l'intégrité des lieux. Malheureusement, le constat est dramatique. Piégé des heures sous la neige et victime de vents glaciaux, mes amis ont tous péri. Victimes d'une hypothermie sévère. Je pense qu'ils sont simplement tombés en hibernation métabolique, un état où les fonctions vitales ralentissent considérablement, mais duquel il est possible de sortir grâce à une intervention rapide. Hélas, j'agis trop tard. Mais le froid qui les a tués va également permettre de les sauver, car il aura maintenu certains de leurs organes en bon état, stoppant leur détérioration. Le problème, c'est qu'il en a tout de même endommagé plusieurs, à cause de la formation de cristaux de glace à l'intérieur même des cellules, ou à leur déshydratation. Je dois sauver ce qui peut l'être. Je me mets immédiatement au travail. Je vais devoir faire face à plusieurs choix difficiles. Le premier d'entre eux concernant le choix du ou de la survivante. Et d'ailleurs, puisque j'ai sous la main une femme et un homme, voyons voir comment le sexe biologique affecte les transplantations. Le sexe biologique n'est généralement pas un obstacle à la transplantation d'organes ou de tissus. Par exemple, des greffes comme les reins, le foie ou le cœur peuvent être effectuées entre des personnes de sexe différents, si les autres critères de compatibilité sont remplis. Cependant, certaines différences anatomiques, hormonales ou immunologiques peuvent nécessiter des ajustements spécifiques dans certains cas, car elles influencent la réponse immunitaire et le risque de rejet. Ce risque peut être légèrement plus élevé chez les jeunes femmes, en partie à cause de facteurs hormonaux comme des niveaux plus élevés d'estrogène qui tendent à stimuler le système immunitaire. Quant à la testostérone, elle peut moduler le système immunitaire, ce qui pourrait réduire le risque de rejet chez certains hommes. De plus, certaines hormones peuvent influencer l'efficacité des médicaments immunosuppresseurs, rendant ces traitements potentiellement moins efficaces chez certaines femmes. Bon, bien sûr, hommes, femmes, estrogène, testostérone, c'est une généralité. Les femmes peuvent tout aussi bien avoir des niveaux de testostérone élevés. La nature n'est pas faite que de XX et de XY. Tout simple, on peut naître XXY ou XYY avec des hormones différentes et des sensibilités du système immunitaire variées. Mais dans notre scénario, je n'ai pas le temps de vérifier de quoi est faite Sarah, et je dois me baser sur les probabilités. Ainsi, même si Photon n'est pas nécessairement celui que j'apprécie le plus, il est le plus utile. Faut bien que quelqu'un filme. Je vais donc devoir sacrifier Sarah. En plus du cœur et du cerveau, la création artificielle d'un système nerveux central et de réseaux vasculaires complexes demeure hors de portée. En attendant que nous en soyons capables, je dois utiliser l'un des deux corps d'origine pour développer mon hybride, plutôt que de partir de zéro. Actuellement, isoler un cerveau humain de son corps reste hors de portée en raison de la complexité des connexions avec le corps et des risques de dommages irréversibles. Je dois donc laisser le petit poids de Photon dans sa caboche en le maintenant au frais le temps que j'opère, en espérant qu'il ne se réveillera pas plus idiot qu'il ne l'est déjà. Je commence par la transplantation du cœur de Sarah en bien meilleur état. Par chance, je suis un chirurgien émérite au talent incommensurable. Pendant ce temps, mon imprimante biologique fonctionne à vive allure,
pour me fournir en tissus simples, mais essentiels tels que la peau ou les cartilages. La cage thoracique de Photon, déjà en piteux état, a dû être fracassée sans remords pour pouvoir opérer. Heureusement, différents matériaux sont déjà utilisés pour la création d'os artificiels, comme le titane, des polymères biocompatibles ou encore des os synthétiques fabriqués à partir de matériaux bioactifs favorisant la régénération osseuse. Dans le cas de certains os, comme sa jambe manquante, j'utilise carrément les morceaux de Sarah. J'ai considéré laisser à Photon un look de pirate, mais j'aime le travail bien fait. Par un heureux hasard, Photon et moi sommes du même groupe sanguin, ce qui signifie que je suis en mesure de lui faire une transfusion, alors que ses organes se réchauffent afin de relancer son système. Après plusieurs heures de chirurgie, ça y est, mon monstre de Frankenstein est assemblé. Il ne me reste plus qu'à lancer les processus de réanimation du cœur et du cerveau, et Photon-Einstein reviendra à la vie. Hélas, une mauvaise surprise m'attend alors que je dégèle le cerveau de Photon. Une hémorragie interne qui ne signifie rien de bon. Je n'ai pas le choix. Je me dois de trouver un nouveau cerveau à cette personne. Mais auparavant, parlons un peu d'identité et de conscience. Connaissez-vous le paradoxe philosophique du bateau de Thésée? Imaginez un bateau neuf, et là, au fil des ans et des réparations, on remplace une à une chacune des anciennes planches. Vient un jour où aucune pièce d'origine ne subsiste. Le bateau n'a pourtant jamais cessé d'exister. C'est le même bateau, mais est-ce que c'est toujours le même bateau, ou bien est-ce un nouveau bateau? Rajoutons-en une couche, et si toutes les anciennes pièces étaient réassemblées pour construire un second bateau? Et maintenant, lequel de ces deux bateaux est le véritable bateau de Thésée? Cet hybride entre Sarah et Photon, qui est-il? Tant qu'il possédait le cerveau de Photon, on pouvait dire qu'il s'agissait de Photon, n'est-ce pas? Mais sans ce petit cerveau, peut-on toujours dire qu'il s'agit de Photon? C'est bien le corps originel de Photon, réparé avec quelques morceaux, mais avec le cerveau d'un autre humain, nommé Franky. Avons-nous en face de nous Photon ou Franky? Et si le cerveau de Photon était implanté dans le corps indemne de Franky ou de Sarah, qui seraient ces personnes-là? Tout ça pour dire qu'autant physiquement que philosophiquement, notre conscience est intimement liée à notre cerveau. En fait, elle est même liée à l'activité électrochimique de celui-ci. Mais comment? Les signaux électriques et chimiques dans le cerveau ne constituent pas en eux-mêmes la conscience, mais ils sont nécessaires à l'émergence des phénomènes conscients. La conscience est un phénomène complexe qui émerge de l'interaction de réseaux neuronaux spécifiques dans des régions comme le cortex préfrontal, le précuneus et le gyrus singulaire postérieur. Ces réseaux coordonnent des processus cognitifs avancés permettant l'éveil, la perception de soi et l'interprétation de l'environnement. Ainsi, bien que des signaux neuronaux soient essentiels, la conscience résulte de leur organisation et de leur coordination au sein du cerveau. En parlant de coordination au sein du cerveau, j'ai la vague impression que plusieurs d'entre vous en manquent. C'est pourtant pas compliqué de penser « je dois m'abonner à cette chaîne » et de coordonner votre petit doigt pour aller cliquer sur l'icône. Allez, on se coordonne! Franky, c'était un cobaye que je conservais déjà dans mon laboratoire pour... Bref, heureusement que j'avais le cerveau de Franky sous la main. Ça y est, l'expérience est complète. Je performe des perfusions et je balance de l'adrénaline et quelques impulsions électriques à Franky 2.0 et il revient à la vie. Sarah et Photon sont définitivement morts, mais elles auront permis de rendre la vie à Franky. Celui-ci se réveille, se redresse, s'observe dans un miroir et immédiatement, une grande angoisse le saisit. C'est que Franky fait face au même dilemme identitaire dont nous avons discuté au préalable. Imaginez-vous si vous vous réveillez soudain dans le corps d'un autre. Et un autre avec une sale gueule en plus. Vous auriez quelques questions sur qui vous êtes réellement, non? Mais pas d'inquiétude, avec le temps et un suivi rigoureux de son docteur attentionné, Franky finira par atteindre une zénitude psychologique et de reconstruire son identité. Et peut-être même pourra-t-il nous accompagner dans de futures aventures. Et en parlant d'aventure, ça vous dit un petit voyage dans un monde où tous les volcans s'éveillent en même temps?